Bonsoir à tous. Je m'appelle Caroline, je suis Caroline Lamou, je suis un des 3 fondateurs de la plateforme Anaxago et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir dans cette salle du Palais Garnier pour ce qui est notre 5e soirée immobilier qui sera ce soir dédiée aux enjeux de la digitalisation de l'immobilier et aux tendances de l'investissement. Anaxago s'est lancé en 2012. Depuis 2012, ce sont près de 80 millions d'euros qui ont été investis à travers la plateforme par 5000 investisseurs et une base de 80 000 membres. Ce n'est que le début de l'histoire. J'espère qu'on va pouvoir continuer ça avec vous ce soir, grâce à notamment les événements qui font partie de notre environnement. On va poursuivre la soirée par une introduction de Joachim Dupont, qui est président d'Anaxago et qui va venir vous parler un petit peu de notre investissement dans l'immobilier. On va l'applaudir. Bonsoir à tous. Je revois beaucoup de visages amis, de partenaires, de nouveaux venus dans la communauté d'Anaxago. Donc déjà, merci à tous de venir aussi nombreux à chaque fois et merci à l'Opéra de Garnier de nous accueillir parce que je crois que c'est un lieu assez magique. Et on est ravis ce soir de vous accueillir dans un lieu chargé d'histoire. On regardait quelle était la date de construction de l'Opéra Garnier. Je crois qu'il a 144 ans, 143 ans. Et on est ravis de vous accueillir ici ce soir dans un lieu un petit peu magique pour vous parler du futur de l'immobilier, du futur de la construction dans ce lieu chargé d'histoire. On m'a dit on va apprendre l'anglais ce soir, les PropTech, les Real Estate. Il y a plein de noms très différents pour parler de cette grande vague qui arrive dans les milieux de l'immobilier et qui est en train d'un petit peu tout bouleverser, depuis les agences immobilières jusqu'aux constructeurs, aux promoteurs et même aux gérants. Donc on essaye d'imaginer un petit peu et de décrire ce qu'est cette nouvelle révolution, cette vague. On parlait des fintech pour la révolution dans les métiers de la finance. Aujourd'hui, c'est la PropTech ou les Real Estate pour la révolution dans les métiers de l'immobilier. Et finalement, on se rend compte que cette vague, elle est large. C'est une vague qui est technologique, qui est liée aux usages, avec l'émergence du coworking, avec du co-living, avec beaucoup de nouveaux usages qu'on voit. Et c'est aussi une évolution dans les mentalités. Et ce soir, l'objectif de cette conférence, pour laquelle je vais remercier les intervenants qui vont nous rejoindre tout à l'heure, c'est de nous donner un aperçu de ce que sera l'immobilier potentiellement de demain et ce que sont les entreprises qui aujourd'hui sont en train de le révolutionner. Donc là, j'ai une petite définition qu'on a trouvée. La PropTech, c'est une petite partie d'une transformation numérique plus large dans l'industrie immobilière. Cela comprend à la fois les changements technologiques, les changements de mentalité du secteur, des consommateurs, de nos attitudes, des mouvements et des transactions impliquant à la fois les bâtiments et les villes. Donc ça, c'est une petite introduction pour dire qu'aujourd'hui, c'est une révolution auquel on est au tout début, puisque quand on prend les chiffres au niveau mondial, alors c'est des chiffres qui sont en forte croissance, et c'est près de 800 entreprises qui ont été créées et financées dans le monde des PropTech. Ce qui représente un peu plus de 6 milliards d'euros d'investissement sur les 5 dernières années dans cet univers, et on dénombre déjà 4 licornes. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une licorne ? Qui sait ? Alors c'est un animal qui n'existe pas, effectivement, ça ressemble à un cheval. Et dans le milieu de l'innovation, les licornes, c'est les entreprises qui ont dépassé la valorisation du milliard d'euros. Donc c'est tout un symbole. On parlait de Blablacar comme licorne française, et on en a beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, on dénombre 4 premières licornes qui arrivent. Alors Open Door, l'américain, dont on pourra parler du modèle économique tout à l'heure avec Homeloop, et des acteurs qui viennent révolutionner. Peut-être qu'on aura parmi ces entreprises les futurs Nexity, le futur Century 21 pour nous, ou le futur Kaufman Broad ou Foncia. Donc l'idée, c'est d'identifier, de comprendre quels sont les enjeux de cette mouvance, de cette nouvelle vague, et comment on peut aujourd'hui saisir des opportunités d'investissement dans ce secteur-là. Quels sont les enjeux, les challenges? Est-ce que les gros acteurs de place vont se laisser faire? Ou est-ce que ce sont des catalyseurs? Ou au contraire, est-ce que ce sont des challenges à relever pour toutes ces startups? Donc on aura un panel tout à l'heure assez large qui nous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Aujourd'hui, au sein d'Anaxago, on a mêlé un petit peu ces environnements puisqu'on vient à l'origine du capital risque. C'est l'ADN d'Anaxago. C'est une plateforme d'investissement permettant à des investisseurs privés de participer à des aventures entrepreneuriales. Ça, c'est l'histoire d'Anaxago en 2012 quand on se crée. Et on a financé depuis une quarantaine d'entreprises, une quarantaine de startups dans des secteurs très variés, qu'il s'agisse des fintech, de la proptech bien évidemment, de la santé, même de l'industrie plus traditionnelle. Et depuis 2014, c'est un positionnement ancré assez fort, qui représente aujourd'hui plus de 70% de nos investissements dans l'immobilier et l'accompagnement des opérateurs en croissance. Qu'est-ce qu'un opérateur de croissance? C'est un opérateur qui veut augmenter son nombre de lots, passer de 200 à 500 lots, de 500 à 1000 ou de 1000 à 2000 lots. Ce qui nous anime chez Anaxago sont les aventures entrepreneuriales et donc d'utiliser la finance comme levier pour accompagner. Donc là, quelques exemples d'entreprises qui ont été financées, alors essentiellement dans le milieu de la PropTech,
l'entreprise WeFlash, qui révolutionne un petit peu l'image dans l'immobilier, SmartTab, Godefroy Jordan nous parlera tout à l'heure, Concierge dans l'IoT, SomeHome, que nous avons eu le plaisir de revendre à Foncia pour lui permettre d'accélérer son développement, et le premier projet immobilier financé, le Calelitos, qui a reçu la pyramide d'argent pour son architecture un peu audacieuse. Donc Anexago, ça accompagne aujourd'hui bien évidemment l'innovation dans l'immobilier, mais également les promoteurs à travers le financement de programmes. En quelques chiffres, on a parlé de l'activité d'Anexago au global, mais rien que dans l'immobilier depuis 2014, c'est 50 millions d'euros investis, c'est près de 100 programmes financés, 7 millions d'euros déjà remboursés à nos investisseurs, parce qu'investir c'est bien, être remboursé dans les délais c'est encore mieux. Un TRI moyen pour nos investisseurs de 10,5 et aujourd'hui un taux de 0 défaut. Pourquoi 0 défaut? Parce qu'on essaye d'avoir, vous avez peut-être lu dans la presse, il y a beaucoup de bruit autour de certains programmes qui peuvent mal se passer. Et là, nous avons eu à cœur au sein d'Anexago, c'est de mettre à disposition et de constituer une équipe en mesure, même quand les choses vont mal, d'aller sur les programmes, d'aller sur le terrain pour reprendre les opérations et les mener à bien en vue de préserver le capital de nos investisseurs. Donc c'est désormais chose faite. Et ces 50 opérateurs partenaires, nous accompagnons au quotidien, forcément dans lequel nous sommes investisseurs, que ce soit à leur côté dans les programmes ou directement au capital. La fin d'année approche et pour continuer à accompagner cette vague de croissance, nous avons deux nouveaux outils qui vont voir le jour. Le premier outil, ce sera une société de gestion qu'Anexago est en train de constituer, qui nous permettra d'aller encore plus loin dans le financement et dans l'accompagnement des opérateurs de croissance, pour permettre non plus de financer uniquement des club deals, les projets par projet que vous voyez sur la plateforme, mais également d'avoir plus de ressources à notre disposition pour pouvoir accompagner des projets encore plus ambitieux. Et c'est également la création d'un véhicule d'investissement dédié au PropTech, et donc comment accompagner les nouvelles initiatives dans le monde du capital risque. J'en ai fini. Je vous remercie. Je vais accueillir sur scène, je vais avoir le plaisir d'accueillir ce soir nos invités sur scène. Aurélien, Florian, Léo, Eric, à vous la parole. Merci Joachim. Ben, écoutez, on peut s'asseoir et puis on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite peut-être avec un problème qui est assez simple, une définition. Qu'est-ce que c'est que cette PropTech par rapport à tout ce qui touche la tech de l'immobilier? On va peut-être commencer par vous, Aurélien, qui va pouvoir... Aurélien. Vous êtes donc responsable de Real Estate et à ce titre-là, à la fois vous êtes en train de monter un fonds et puis vous êtes aussi en train de prêcher la bonne parole pour essayer de convaincre le monde de la finance et les financeurs de s'intéresser à ce monde de l'immobilier et surtout de la real estate. Qu'est-ce que c'est exactement et quelle est la différence entre real estate et PropTech? Alors exactement, pour la petite histoire, Real Estate, ça a été à la base un blog qu'on a monté seulement pour pouvoir informer sur le secteur, pour donner un peu des insights. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait une volonté des acteurs de se rencontrer. Il y avait une volonté de se toucher, d'avancer ensemble. C'est pour ça qu'on a lancé les événements. Donc tous les derniers jeudis du mois, on propose à des directeurs de l'innovation de grands groupes et des startups de se rencontrer pour avancer ensemble. Parce que c'est ça aussi le but de la Real Estate, c'est de créer une dynamique, créer un mouvement. On le sentait sous-jacent, on sentait que ça allait arriver. Mais voilà, il fallait fédérer et surtout, il fallait mettre des mots sur ce qu'est aujourd'hui la Real Estate et surtout agrandir le mot PropTech. Comme je le disais à Eric avant de venir, PropTech pour l'instant c'est une usine de nettoyage qui est à Saint-Ouen. C'est-à-dire qu'il est impossible d'utiliser ce mot-là dans on va dire toute l'Europe continentale parce que ses racines latines ne correspondent pas. Et aujourd'hui, si on lance la Real Estate, c'est pour englober plus que la PropTech. Aujourd'hui, dans la PropTech, on peut dire qu'il y a quoi? Il y a la gestion, donc tout ce qui est transactions, etc., plus l'habitation. Nous, on essaie d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va mettre des startups comme Anexago qui sont entre le financement et le real estate et la real estate du coup. Et on met aussi des startups qui seront dans la construction tech. Parce qu'on pense que c'est en fédérant un secteur de façon beaucoup plus large qu'en essayant de mettre chacune des startups dans des cases. On a envie de prendre le secteur dans toute sa grandeur, dans tout ce qu'il a à offrir, et pour pouvoir impulser une dynamique, pour pouvoir créer des nouveaux liens entre les startups qui ne sont pas forcément dans la même case.
rappeler un peu ce qu'est la real estate aujourd'hui? Alors justement, Geoffroy Jourdan, vous êtes vous un peu un vétéran de l'immobilier, un vétéran aussi de tout ce qui touche à la tech et à Internet et à tout l'accès, les réseaux, etc. Vous avez créé il y a très très longtemps, c'est-à-dire pratiquement dans la préhistoire d'Internet, un site qui a connu un gros succès. Il s'agissait de... À l'époque, il s'agissait d'Imo Street, mais il a rapidement été racheté par Se Loger. Effectivement, il a une fin belle des années vie. 90. Il a une belle vie. Mais donc, vous, par rapport à justement cette approche qui est assez large, vous avez vu évoluer les besoins et les demandes des investisseurs et aussi des utilisateurs. Comment est-ce que vous analysez cette évolution du monde de la tech et des PropTech aujourd'hui? Oui, il se trouve qu'on a un petit peu de recul, et puis aussi, il y a 5 ans, avec les fondateurs du salon Real Estate New Tech, parce que maintenant il y a aussi preuve de la maturation. Il y a un salon qui se tient chaque année depuis 5 ans, qui a commencé au Palais Brognard, maintenant à la Villette, et cette année il y avait la halle entière de la Villette. 130 exposants, des milliers de visiteurs. Donc si on arrive à faire vivre un salon des Real Estate, ça montre qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et on a créé un concours startup il y a 5 ans. Donc on a eu le vainqueur de l'édition de l'année dernière qui est là, vous voyez, donc très qualitatif comme concours de startup. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir les évolutions, et c'est vrai que sur la phase 2005-2015, on a quasiment eu que des projets qui étaient peu ambitieux, très nationaux et portés essentiellement sur le marketing de l'agence immobilière, et qui portait beaucoup aussi sur les outils pour la transaction. Ça a été vraiment on voyait que ça. Alors c'était de plus en plus niche, c'est-à-dire la start-up qui se créait pour inventer un meilleur outil pour louer les biens de vacances dans le sud-ouest par rapport à Se Loger. Et tout ça n'avait pas beaucoup d'ambition, mais surtout c'était pas très technologique en fait. C'était plus des boîtes de services qu'utilisaient Internet. Oui. Et depuis 2-3 ans, ça a complètement basculé. On voit d'abord arriver des équipes beaucoup plus ambitieuses, avec beaucoup plus de track record, qui viennent pas forcément de l'immobilier, mais qui viennent avec de la finance, de la technologie, avec ou qui sont passés par des licornes, qui sont passés par Criteo ou autres. Et on voit donc tous les projets qui étaient liés à ce que j'ai décrit avant qui commencent à baisser. Cette année, c'était pour la première fois moins de la moitié. Et on a vu émerger 2 catégories très importantes. Alors une sur toutes les technologies liées aux promoteurs eux-mêmes et à la construction. Donc le BIM, évidemment, le smart building dans lequel nous sommes. On a vu également des outils pour accompagner le cycle de vente en VFA. Exemple, le contrat de réservation en ligne. Exemple, l'extranet pour suivre la construction de l'immeuble. Donc beaucoup de choses dans ce goût-là, alors qu'il n'y avait rien pour les promoteurs jusqu'à il y a 3-4 ans. Je ne sais pas si tout le monde sait et comprend ce que c'est que le BIM, la VFA, etc. Alors la VFA, la vente en état futur d'achèvement, donc les immeubles neufs, et le BIM, c'est un outil pour aider à modéliser la construction d'un bâtiment, en quelle que soit sa nature, qu'il soit résidentiel ou bureau. Puis l'autre chose, c'est qu'on a commencé à voir arriver aussi les concepts qui sont en dehors de l'immobilier. Alors par exemple, le big data, les 2 finalistes de cette année, de notre concours, c'était Pinpo qui fait de la qualification de lead, et c'était MyTraffic qui permet d'estimer la valeur d'un emplacement commercial, numéro de rue par numéro de rue, en faisant du big data, en croisant Google Maps, des compteurs, des trucs incroyables. Là, c'est formidable, par exemple, pour quelqu'un qui veut installer un magasin. Leurs clients, c'est tous les gestionnaires immobiliers des grands groupes de distribution, par exemple, pour choisir leurs emplacements. Bien sûr. Bon, et puis on a aussi les concepts plus gadgets, mais qui arrivent. Par exemple, on a tous entendu parler des chatbots. On a tous entendu parler de la blockchain. Tous ces trucs-là génèrent des startups qui essaient de les appliquer à l'immobilier. Donc effectivement, et alors l'effet le plus marquant, c'est le nombre de dossiers. On recevait 30-40 dossiers par an, donc très peu qualitatifs. Maintenant, on s'approche des 100. Donc peut-être que le chiffre que tout à l'heure Joachim a cité des 800, c'était celles qui ont été financées. Mais donc ça veut dire que là, s'il y a une centaine de start-up françaises par an dans les real estate, il y en a sans doute 10 ou 20 qui vont trouver à être financées, qui vont venir dans cet échantillon. Et la France ne va pas être la dernière, je pense, dans cette révolution des real estate. Alors Aurélien, vous faites partie, vous, de ces entreprises qui ont pitché, qui ont obtenu des prix et qui ont finalement surtout réussi à se faire financer.
vous avez trouvé un financier qui vous a apporté d'abord des capitaux et aussi peut-être un petit peu de notoriété. Oui, en effet. Alors donc, moi, je suis le fondateur d'Homeloop. En effet, on a gagné l'année dernière le prix de la Startup Rent, donc ce qui nous a permis d'avoir pas mal de visibilité et d'accéder justement à ces financements. Donc nous, Homeloop, rapidement pour vous présenter ce qu'on fait. Alors, on est, je pense, au carrefour de plusieurs secteurs d'activité, je dirais, entre la finance, l'immobilier, et effectivement notre ambition. Chez Homeloop, on s'attaque vraiment à la transaction immobilière pour les particuliers. Donc un sujet complexe, un marché extrêmement fragmenté, avec un accès à la donnée qui est très limité, et on a pour ambition justement d'appliquer des méthodologies de big data pour bien pricer un bien immobilier et être capable, une fois qu'on l'a pricé, de l'acheter en vue de le revendre dans les délais les plus courts possibles. Donc c'est vraiment un nouveau modèle de transaction on est des professionnels de l'immobilier, mais quelque part on n'est pas agent immobilier puisqu'on s'engage, donc on s'engage à acheter, donc c'est vraiment un modèle à la fois entre le marchand de biens qu'on peut connaître et puis l'agent immobilier. Donc on utilise la donnée pour pricer, on utilise des ressorts très financiers puisque notre modèle est uniquement effectivement un modèle de mobilisation de capitaux pour pouvoir acheter des appartements et les revendre. Donc on est vraiment sur un business model aussi très financier. Alors c'est quelque chose d'assez dangereux apparemment, enfin se dire je prends le risque d'acheter et surtout je prends le risque de ne pas vendre. Comment est-ce que vous arrivez justement à matcher tout ça ? Alors l'idée c'est justement de contrôler nos risques par l'utilisation de la donnée. Donc en réalité nous ce qui nous intéresse dans notre modèle c'est savoir à quel prix on peut se positionner et ensuite combien de temps on va garder un bien et où on en est dans le cycle en quelque sorte. Donc c'est là où vraiment l'utilisation de la donnée est clé pour nous. Et alors le danger, on le contrôle grâce à la donnée en réalité. Alors vous avez un exemple en tête forcément qui est votre homologue américain qui lui a réussi à lever beaucoup de capitaux. Racontez-moi un petit peu comment ça se passe pour lui et peut-être vos espoirs à vous par rapport à ce qu'ils ont réussi à faire. C'est une licorne. Ouais, effectivement, Opendoor, donc qui est le gros concurrent américain qui fait ça depuis 2014 et qui est d'ailleurs en fait et de manière assez intéressante a lancé quelque part ce mouvement PropTech puisque en fait c'est à partir de Opendoor aux États-Unis, enfin plus exactement de Invitation Homes, les ex-fondateurs de Invitation Homes aux États-Unis ont créé d'ailleurs un fonds d'investissement spécialisé dans le PropTech qui s'appelle Fifth Wall Partners et de Fifth Wall Partners sont partis un certain nombre d'innovations aux États-Unis. Donc Opendoor, en l'occurrence, est une start-up qui a été créée en 2014 à San Francisco, mais avec un premier marché à Phoenix. Donc a acheté une maison par an en 2014. Et donc depuis 2014 a levé plus de 220 millions de dollars en fonds propres et 400 millions de dollars de dette. Ouais. Donc en effet, sur ce modèle, l'avantage aux États-Unis, c'est qu'ils ont la MLS qui leur permet d'avoir une visibilité absolument parfaite sur les marchés de l'immobilier. Et donc ils ont réalisé plus de 7000 transactions aux États-Unis. Ils sont leaders en volume de transactions à Phoenix, leur marché historique, en achetant 125 à 150 maisons par mois. Et aujourd'hui, ils ont fait plus d'1 milliard de volume d'affaires sur les 12 derniers mois. Ça vous donne une ambition tout de suite. Donc ça nous donne une ambition. Voilà, le marché français, aujourd'hui est un gros marché aussi, donc avec plus de 900 000 transactions sur les 12 derniers mois, une moyenne sur les 15 dernières années de 750 000 transactions, mais un marché qui reste extrêmement fragmenté. Contrairement aux États-Unis où ils sont habitués à ces expansion teams, donc des très grosses équipes d'agents immobiliers, des très grosses sociétés immobilières. Et c'est vrai qu'en France, on connaît assez peu, puisque aujourd'hui les réseaux sont plutôt des réseaux de franchisés. Et en fait, on a effectivement pour ambition d'être le premier acteur vraiment national avec cette proposition de valeur qui est effectivement très agressive, qui peut paraître très agressive, mais qui en même temps pour le client est super simple en fait. Et c'est vraiment ça, je dirais, le côté très PropTech, Real Estate, ce qu'on apporte, et c'est un changement d'usage pour le consommateur, c'est que avec Homeloop et avec Opendoor, sa transaction est super simple. C'est-à-dire qu'après avoir rempli un formulaire, après avoir donné quelques informations sur son bien et reçu un expert de chez lui, sa maison est vendue. Alors qu'aujourd'hui en France, il faut attendre plus de 3 mois pour trouver un acquéreur. On a un risque de rétractation, des problématiques de financement. Et voilà, donc on pense qu'en termes d'expérience utilisateur, on passe sur un gain qui est considérable.
Alors, là, une question que je poserais bien à Geoffroy, c'est est-ce qu'on est obligé de passer par les USA, de passer par l'exemple des USA pour trouver la bonne idée et l'appliquer en France? C'est un exemple qui est venu un petit peu des USA, vous l'avez adapté à la législation française, il y a toujours, toujours des petites différences. Vous, Léo, vous êtes donc un créateur aussi d'entreprise, de start-up, qui s'est inspiré aussi d'exemples qui existent aux USA, avec des gens qui s'occupent donc de la gestion, le management en fait des propriétés de gens qui mettent en location Airbnb. Et aujourd'hui, vous en êtes là, c'est-à-dire que est-ce que on est obligé de suivre un exemple américain pour se développer en France? Alors, je pense que les Américains en fait donnent le pas sur beaucoup de sujets. Donc, si on va les imiter ou en tout cas s'inspirer de leur business model, c'est avant tout parce que l'innovation est peut-être un petit peu plus poussée, en tout cas historiquement. Je pense que c'est en train de changer en France aujourd'hui. Et donc nous, notre modèle, juste pour expliquer rapidement ce qu'on fait, on est vraiment dans toutes les startups qui ont émergé après Airbnb, dans tout ce qui est la gestion des appartements, donc pour le compte de propriétaires. Vous partez en vacances, vous achetez une maison de vacances, vous avez envie de vous expatrier 5-6 mois et vous laissez votre appartement en gestion. Voilà, une société comme un autre. Là où aussi ça rejoint un petit peu les usages qui étaient évoqués précédemment, c'est qu'en fait on est en train de complètement de modifier la façon dont les gens perçoivent la location d'un bien. On n'est plus dans le sacro-saint bail classique meublé, mais on peut louer son appartement pour quelques jours. On peut décider de partir 6 mois dans un pays étranger, garder son appartement, le louer quand même. On peut même investir dans des biens en fait en se basant sur une rentabilité sur 8 mois, sur 9 mois, les habiter le reste du temps. Donc il y a vraiment un changement des usages et à mon avis c'est ça qui amène aussi l'innovation en France, c'est qu'à un moment les gens ont besoin en tout cas ce besoin de changer l'usage de leurs biens, et en tout cas l'utilisation qu'ils veulent en faire. Et nous on est plutôt né de ce constat-là, que les gens avaient besoin de ce service à travers Airbnb, donc les Américains qui ont proposé à la base cette plateforme pour pouvoir louer, et ça a créé des besoins en France et à l'étranger, qui à mon avis sont un peu les mêmes aussi qu'on retrouve sur la fluidification du marché immobilier au niveau de l'achat et de la revente. Et alors justement, vous avez été obligé de vous êtes inspiré d'abord de cet exemple américain, mais derrière vous avez été obligé d'adapter au marché français. Quelles sont les spécificités qui font que votre société est complètement différente de ce qu'on pourrait trouver à l'étranger? Alors la première vraie barrière, je dirais, elle est quand même législative. Ouais. On a un pays qui est extrêmement réglementé sur l'immobilier. Ça, on le voit tous dans nos différents métiers. Je pense tant sur la transaction que la gestion. Le métier d'agent immobilier est assez particulier par rapport à d'autres pays. Donc nous, on a beaucoup travaillé pour s'adapter à ça. Airbnb est un sujet qui revient à peu près tous les jours dans les médias, pas toujours en bien malheureusement, avec les différentes crises de logement qu'on peut voir. Mais il y a une façon de faire cohabiter un petit peu tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on est extrêmement différent à Paris, qu'on peut l'être dans d'autres villes. Il y a des choses qui sont autorisées. Aujourd'hui, on peut louer par exemple des résidences principales assez facilement. Les secondaires, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, la législation évolue très vite. Et en fait, c'est un petit peu aussi, je pense, l'enjeu de ces nouvelles sociétés qui sont dans la PropTech, dans la RealTech. C'est vraiment d'arriver à s'adapter au cadre législatif et à le faire évoluer en même temps dans la bonne direction, en essayant d'avoir une vraie discussion avec les acteurs locaux. Là, on est en plein dans l'actualité puisque effectivement Airbnb a réduit à 120 jours automatiquement les durées autorisées. Est-ce que ça impacte votre business? Oui, forcément. Alors, ça l'impacte directement, c'est sûr. Après, c'est une législation qui existait déjà depuis longtemps, mais qui est appliquée seulement aujourd'hui. Je dirais qui est plutôt contrôlé davantage, mais nous on s'est un petit peu prémunis de ces choses-là bien en avance, parce qu'on savait que ça allait arriver, ça pouvait pas indéfiniment durer. On a des quartiers entiers de Paris, dont on les connaît tous, qui aujourd'hui sont davantage d'Airbnb que d'appartements pour le Parisien. Ça pose évidemment des problèmes logiques. Mais on peut faire cohabiter les deux. Aujourd'hui par exemple, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que des bureaux peuvent être transformés en appartements pour être loués toute l'année en Airbnb. Alors, c'est interdit si on achète un appartement. Par contre, on prend une ancienne boutique, on va prendre un plateau de bureau, et bien on peut en faire des appartements et les louer légalement. Donc, je dirais que chaque changement législatif propose une opportunité ailleurs. Oui, Joachim le soulignait tout à l'heure, c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'ensemble des startups a très souvent une crainte, c'est celle de l'échec. Alors c'est souvent
l'occasion de rebondir, mais pour les financiers, c'est aussi un peu l'épouvantail, l'échec, la perte de son capital. Comment est-ce que vous, quand vous voyez par exemple des entreprises pitcher pour recevoir un prix ou être sélectionnées, comment est-ce que vous détectez celles qui ont le plus de chances peut-être de survivre, d'arriver à passer les premières ou deuxième années d'existence? D'abord, je voudrais finir de traiter votre question qui était très bonne sur le fait que est-ce qu'on va dans la real estate, est-ce qu'on va transposer les modèles américains, faire ce que les Américains appellent des copycats, ou est-ce qu'on va être original? Il faut prendre conscience qu'on a quand même une chance, c'est que l'immobilier est le seul secteur qui n'est pas mondialisé. C'est-à-dire, si je vous demande combien Nexity construit de logements en dehors de la France, c'est 0. Et si je demande à l'assistance de me citer quel est le premier promoteur néerlandais ou allemand, je crois qu'on va peut-être avoir un champion qui est au courant, mais on ne connaît pas. Pareil, il y a eu une marque américaine qui est venue en France, Kaufmann & Brown, mais c'était un peu une franchise. Donc on pourrait raconter l'histoire, mais c'est parce que M. Broad voulait venir plus souvent en France, mais ce n'était pas véritablement un mouvement industriel. Donc on a un marché qui n'est pas mondialisé avec des champions régionaux et qui représente en moyenne entre 8 et 15% du PIB. Donc on a une chance unique là d'avoir un écosystème français avec des startups françaises, ce qui n'est pas le cas dans tout un tas d'autres secteurs purement technologiques qui sont complètement mondialisés. Le tourisme, par exemple, moi je pense que Airbnb est plus une start-up du secteur du tourisme que de l'immobilier, c'est un secteur totalement mondialisé. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, une des raisons pour lesquelles il n'est pas mondialisé, c'est qu'il y a des barrières réglementaires et des cultures qui sont très différentes. Et donc, trois, j'ai envie de dire qu'on va regarder les modèles américains, ça peut être une source d'inspiration, mais ce n'est pas forcément la réponse. Si vous voulez monter une société dans le logiciel pour gérer un middleware sur les usines de production industrielle dans je ne sais pas quel secteur, il y a 90% de chances que le service développé en Silicon Valley va coller à ce que vous voulez faire. Là, ça ne marche pas forcément. Je vais prendre un exemple. Nous, on a identifié vraiment l'homologue exact de SmartHub, qui était à Seattle. Mais en fait, notre approche est complètement différente parce que le bailleur américain, il est différent. Le turnover, par exemple, dans la location d'appartements de centre-ville aux États-Unis, c'est une durée moyenne de 18 mois dans un appartement, alors qu'à Paris, le turnover est de 15%. Donc c'est 7 ans. Vous voyez, on peut prendre la structure des appartements, la réglementation, tout est différent. Donc en fait, la réponse qu'on va apporter quand on va construire le service, elle n'a rien à voir. On fait la même chose, mais complètement différemment. Donc je pense que les deux réponses, c'est de se dire, on serait vraiment trop bête de donner notre secteur du real estate à Google, Amazon, au GAFA et à des startups américaines. Il faut y aller, il faut le prendre. Et la deuxième, c'est qu'on a peut-être une chance, parce qu'on a un énorme marché national, de créer des licornes. Je finis mon exemple. Quand j'échange donc avec mon homologue américain, le marché américain, c'est un marché de maison, ça a été évoqué par Aurélien. Il se construit chaque année 500 000 appartements neufs aux États-Unis. Ils sont construits 350 000 en France. Donc le marché français, il est, vous voyez, presque plus de la moitié que le marché américain. Alors que sur pas l'autre secteur, le rapport est généralement de 1 à 10 ou de 1 à 20. Vous voyez. Donc ça montre qu'on a la chance d'avoir un écosystème énorme. Donc après, pour revenir à la deuxième partie de la question, je pense que l'évaluation, pour le coup, elle ne change pas du tout. C'est-à-dire qu'une bonne start-up de real estate, elle va avoir les mêmes caractéristiques qu'une bonne start-up de fintech, qui est peut-être qu'un bon promoteur immobilier. C'est toujours les mêmes critères. C'est l'équipe, le business model, la taille du marché, le track record des personnes que vous avez en face de vous. Voilà, c'est toujours les mêmes. C'est toujours la même chose. C'est comme acheter un bien immobilier, c'est toujours le prix de l'emplacement. Ça ne changera jamais, même malgré la real estate. Donc, mais Joachim peut peut-être compléter parce qu'il en voit plus souvent que moi. C'est ce qu'on retrouve. Peut-être la seule différence qu'on voit dans les real estate, en tout cas dans les startups issues de ce modèle-là, c'est qu'il faut mêler à la fois des enjeux financiers et des enjeux liés à la connaissance immobilière. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entreprises qui arrivent avec uniquement des équipes tech, parfois. J'ai eu une idée pour révolutionner, devenir le futur foncia ou le futur gérant des biens de milliers de particuliers. Par contre, on se rend compte que dès qu'il n'y a pas une équipe immobilière très forte,
ça manque très vite parce qu'en face c'est un marché qui est très bien structuré avec des acteurs très riches qui ont une force de frappe assez importante, et donc si on se loupe un petit peu, quand vous allez parler à des bailleurs sociaux, quand vous allez parler à des gestionnaires de fonds, des asset managers, il faut que vous leur parliez d'immobilier. Vous ne pouvez pas juste leur parler de technologie parce qu'autrement ça suffit plus. Donc c'est la seule particularité qu'on voit nous dans le milieu de la PropTech, c'est qu'autant sur la FinTech on a pu avoir on en est les exemples, beaucoup de jeunes équipes qui se montent sur des nouveaux usages pour révolutionner l'usage. Sur le milieu de la PropTech, on sent que les gros acteurs sont en place et ont une veille assez importante. Donc c'est-à-dire qu'il faut jouer à armes égales en termes de connaissances et d'expertise métier et apporter quelque chose de plus, que ce soit la techno, le marketing, l'usage. Mais ça, c'est une des constantes qui est peut-être un peu différente des équipes dans les autres secteurs. Alors pour rebondir là-dessus, c'est une question qui est ouverte à vous cinq. Très souvent, enfin là, on a deux exemples de start-up qui sont B2C. Vous adressez d'abord à des acheteurs, vous aussi. Vous êtes, plutôt B2B2C. Et d'ailleurs, on n'a peut-être pas eu le temps de préciser exactement ce que vous faites. SmartAd, vous allez pouvoir nous parler de SmartAd. Mais justement, la PropTech, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du B2C? Est-ce que c'est du B2B2C? Est-ce que c'est du B2B? C'est vrai, il faut le savoir. Ou alors, quelle est la proportion de chacun des deux? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus et essayer de trouver des marqueurs pour savoir où est-ce qu'on se situe? Alors, de mon côté, je suis pas sûr que ce soit vraiment très cohérent d'essayer de dire si c'est du B2B, du B2B2C ou du... Alors là, on en a même inventé un nouveau chez Toltec qui est le B2 Small B, c'est-à-dire vers les artisans du bâtiment, les petits chefs d'entreprise. Quand on voit le nombre de créations d'entreprises pour les auto-entrepreneurs, on peut se dire on peut en créer à volonté. Derrière, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire d'essayer de mettre des cases à ce niveau-là, parce qu'on assiste de toute façon avec l'arrivée des GAFA, l'arrivée d'acteurs toujours plus gros ou toujours de petites startups toujours plus innovantes, à une hybridation qui fait que vraiment, à la fin, c'est des business models qui peuvent se rencontrer. Par contre, moi, il y a une question sur laquelle j'aimerais, des affirmations qui ont été faites sur lesquelles j'aimerais revenir, c'est cette indulgence qui est faite par rapport à la France. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit la France va bien, les startups il n'est pas possible que les grandes startups viennent sur le marché français. Alors moi, j'en ai 2-3 en tête. Parce que on parle de marché français, mais il faut aussi parler de marché européen. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun VC qui est spécialisé dans les real estate ou dans la PropTech en Europe. On a Pilabs qui est un accélérateur qui fait ce qu'il peut, qui a 10 millions. Et c'est pour ça qu'il y a des véhicules d'investissement qui se montent un peu tous en même temps, que ce soit nous ou Joachim. Mais en tout cas, voilà, en France, il manque... Il y a un besoin d'investissement, mais il y a une possibilité pour les GAFA d'arriver sur ce marché-là. Je prends par exemple Ooze, qui est du design d'intérieur, qui aujourd'hui a 1 million d'utilisateurs en France. Je trouve que c'est quand même, ça veut dire quelque chose parce qu'on n'a pas de concurrent français en fait derrière. Ensuite, on a Alibaba.com qui a monté en Chine pour la première fois un service immobilier. Qu'est-ce qui l'empêche dans la ville de Henzhou, dans toute la ville de Henzhou, tout l'immobilier est géré par Alibaba.com. Qu'est-ce qui l'empêche demain de venir en France? Aujourd'hui, les stories Snapchat, les stories Instagram sont utilisées par tous les agents immobiliers. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre une révolution. C'est-à-dire que 92% des recherches de maisons ou d'appartements commencent sur Internet. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, on a les millennials qui, aux États-Unis, deviennent les premiers acheteurs. On a vraiment une révolution culturelle et ça, il faut en prendre compte. Il faut se rendre compte que demain, Facebook qui travaille à aider les agents immobiliers, c'est-à-dire que maintenant, une personne qui cherche un bien sur Internet reçoit des cookies sur son ordinateur et Facebook est capable de retargeter ces personnes-là. Qu'est-ce qui l'empêche de venir en France? Rien du tout. Et on en a pléthore d'autres. On a Google Home qui va arriver en France d'ici l'année prochaine. On a encore la maison mère de Google, Alphabet, qui travaille avec Factorios pour construire des maisons modulaires juste à côté de son siège, exactement. Il lance Sidewalks. Enfin voilà, ça, moi je pense que c'est des business models qui sont totalement adaptables en France et qui vont pouvoir venir chez nous. Derrière, enfin, en tout cas, ça donne envie de laisser tomber tout ça. Enfin, on se dit, voilà, ils sont trop gros. Qu'est-ce qu'on pourra faire face à ça? Justement, j'ai des bonnes nouvelles. C'est la vague, le roi de marée. On a du temps. D'abord, on a un peu de temps. Et puis j'ai des bonnes nouvelles aussi dans mon sac. J'ai quelques bonnes nouvelles, mais j'en ai encore une dernière qui est quand même très mauvaise. C'est que, et je vous en parlais d'ailleurs avant, hein, c'est que cette année, l'année passée, la real estate en France, c'est moins de 50 millions.
Alors je sais pas si vous imaginez, mais la real estate dans le monde, c'est 3 milliards aussi cette année. Donc en levée, parce que le premier site immobilier mondial, la plus grosse valorisation de portail, c'est Se Loger, et qui fait 10 fois la valorisation du premier portail de Murdoch, qui fait 50 fois le chiffre d'affaires des Allemands. Donc on a créé le premier portail immobilier, par exemple, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Il n'y a pas un pays au monde qui a réussi à faire ça. La valorisation de l'abonnement en France des agents immobiliers, elle est 5 fois en moyenne plus élevée que le reste du monde. Donc on a créé là une Realistech qui est admirée. Vous allez à Sydney, vous allez en Silicon Valley, ils vous disent c'est quoi le plus beau portail du monde? C'est Se Loger. Donc il faut les 50 millions, c'est quoi? C'est l'investissement. c'est quoi? 50 millions, c'est le capitaux levés. Il faut aussi regarder les chiffres d'affaires de la Realistech. La Realistech, c'est déjà en France sans doute pas loin d'1 milliard. Donc il y a du chiffre derrière. Il y a des voilà. Mais après, la vraie question, c'est surtout sur la levée de fonds, c'est est-ce qu'il y a la place? Est-ce que ça a un sens de faire des fonds spécialisés? Est-ce qu'il y a un fonds en France de FinTech? Est-ce que Alven Capital ou ID Invest ont monté un fonds de FinTech? Vous le connaissez? Mais le problème, est-ce que c'est pas... La question, est-ce qu'il doit être européen, ce fonds, ou français? Et est-ce qu'il y a assez de candidats de qualité qui vont pouvoir être financés? C'est pas seulement le financement. C'est bien d'avoir un véhicule, mais il faut avoir justement, c'est la question que pose Eric, est-ce qu'on a les startups? Est-ce qu'on a les porteurs de projets pour aller porter cette ambition? Bien sûr. Pourquoi le financement manque en France? Le financement, il manque. Et je pense qu'il y a des indices très clairs qui nous manquent. Pourquoi il manque du financement en France? Aurélien, qui est juste là, a levé des fonds en Allemagne. Colonise a levé des fonds en Allemagne. Pourquoi on n'en laisse pas en France? Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on voit aux États-Unis, donc il y a 51 startups qui ont levé de plus de 10 millions. Il y en a 11 en Asie. Il y en a 7 au UK. En Europe continentale, 0. Juste là, on peut se dire, il y a peut-être un chiffre d'affaires qui marche bien. Alors, on parle d'une start-up Se Loger qui date de 96, donc les modèles innovants, c'est quand même pas ce qui se fait, c'est pas ce qui disrupte le marché aujourd'hui. Et quand on voit toutes les innovations qui sont faites aujourd'hui, c'est pas des innovations qui viennent de France parce qu'il y a un manque de capitaux. Pourquoi il y a ce manque de capitaux qui n'existe pas dans la FinTech? Simplement parce qu'aujourd'hui, la France, elle a réussi à tenir son rang sur la FinTech. Aujourd'hui, 25% des levées de fonds qui sont faites dans la FinTech, elles sont faites en Europe. Et en Europe, pourquoi? Parce que la France est une grande place boursière. Enfin, ça, Berlin, Paris, on connaît ces taxes. Et derrière, en real estate, alors pourtant la France est une grande nation immobilière, hein, Haussmann, Poubelle, le béton armé, on a tout ce qu'on veut. Et derrière, on n'arrive pas à capitaliser là-dessus, on n'arrive pas à innover sur les business models, on n'arrive pas à innover, à aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de levée de fonds et il y a un manque de faire face à cette technologie qui arrive, dans le sens où les financiers, j'ai pu parler à un certain nombre de personnes qui travaillent des fonds d'investissement, et aujourd'hui c'est des gens qui ont peur d'investir dans la real estate. Pourquoi? Parce que c'est des temps longs, c'est compliqué, etc. Oui, Aurélien, donnez-nous un petit peu votre sentiment là-dessus. Vous avez une expérience. Ouais, en effet, donc pour avoir beaucoup discuté avec des VC à la fois étrangers, internationaux. Donc en effet, nous on a levé auprès d'un investisseur qui est historiquement basé en Allemagne, qui est un investisseur international, mais qui est avec des racines allemandes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je note, ça c'est vraiment du vécu, un décalage énorme entre les anglo-saxons en termes de compréhension de la PropTech ou du real estate et les investisseurs français. Aujourd'hui, les VC français sont globalement 3-4 ans derrière les anglo-saxons. Donc je pense que là, il y a un décalage d'avancement sur ces sujets PropTech. Et ça veut dire, de leur part, beaucoup de timidité, beaucoup de peur? En effet, beaucoup de timidité. Aujourd'hui, ils sont encore... En fait, aujourd'hui, les VC français sont tous en train d'investir dans des Purple Bricks. Purple Bricks, ça a 4 ans, ça y est, quoi, c'est vu et revu. Et en fait, aujourd'hui, vous allez voir un VC, il va vous dire, moi je veux l'agence à bas coût, quoi. Mais ça fait 5 ans que c'est fait, quoi. Qui est arrivé en France, il n'y a pas très longtemps. Qui arrive, il y a Proprio, il y a 5 ou 6 agences à bas coût en France maintenant. Mais après, il y a aussi autre chose, parce que vous avez ironisé sur mon commentaire sur Se Loger, mais moi je vais jouer le papy du panel, mais justement, il y a aussi un sujet, c'est qu'on voit énormément de projets qui réinventent des projets qui ont déjà été tentés 1 fois ou 2 fois. Et les VC, pour beaucoup d'entre eux à Paris, ils ont de la mémoire. C'est-à-dire que l'agence à bas coût, il y a eu, il y a 10 ans, 4 projets énormes. Il y en a un qui s'appelle Efficity, qui a été financé avec une équipe formidable.
Ils ont tous calé. Ils avaient tous annoncé qu'ils apparaîtraient 50 000, 100 000 transactions. Le plus gros, il a réussi à faire 1500 transactions par an. On a un meilleur agent, qui est une équipe formidable, qui est parti sur un biais aussi pour réintermédier. C'est dur. Donc, je pense que les VC parisiens, c'est pas qu'ils sont en retard sur les VC, c'est que la France a eu pas mal d'initiatives et ils ont vu pas mal de projets qui reviennent sous une autre forme et qui n'ont pas forcément marché. Alors quand vous avez été échaudé une fois en début des années 90, une deuxième fois au début des années 2000, une troisième fois à la fin des années 2000, vous vous dites, bon, il est sympa le gars qui vient me dire cette fois c'est la bonne, mais j'ai un peu de mal. Bon, mais après, la vraie question, moi je pense que c'est la question de l'œuf et la poule, c'est est-ce que c'est les VC qui sont frileux ou est-ce qu'il y a assez d'équipes ambitieuses? Parce que vous avez parlé des fintech, mais regardez les équipes des projets de fintech financés en France. Un gars comme Olivier Végois qui met 25 millions de son capital personnel sur son projet et qui a un track record monstrueux, c'est normal qu'il draine des levées colossales. Vous en avez combien dans les PropTech aujourd'hui? Vous n'en avez pas. Donc, est-ce que s'il y en avait un, les VC n'iraient pas derrière lui abonder son projet? Donc, je pense que c'est un mélange entre des projets qui arrivent, que les VC ont déjà vus, ils ont un peu peur. Il n'y a pas encore eu cette vague, et Aurélien en a la preuve, mais la nouvelle génération qui arrive depuis 2-3 ans, c'est tout nouveau, hein, des super équipes. Donc il faut le temps, elles vont être financées. Et puis l'effet de mode, c'est vrai qu'aujourd'hui les PropTech sont très à la mode à Londres et à New York et aux États-Unis. Fatalement, elles vont l'être ici aussi. La mode va arriver, j'ai envie de dire. Donc moi je suis beaucoup plus optimiste, mais je pense qu'il faut encore attendre. Ça va commencer à exploser fin 2018 et en 2019, vous allez voir, on va être une place très importante aussi là-dessus. Il faut être un petit peu patient, mais moi j'y crois beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez le même optimisme. En tout cas, on salue les initiatives. Enfin, c'est pour ça qu'on a lancé Realestech. Justement, alors vous avez une expérience, on va revenir un petit peu à ce que vous faites et surtout à l'entrée dans votre capital de Vinci. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre Vinci de venir? Est-ce que c'est parce que l'idée était bonne? Ça, je n'en doute pas. Mais est-ce que c'est aussi parce que vous aviez un track record de votre côté et que ça a facilité les choses? Et c'est bien le problème qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que les VC en France ne font confiance qu'à quelqu'un qui a été déjà qui a déjà fait une opération, ils veulent de la visibilité, que ce soit en regardant dans le rétroviseur ou en regardant devant eux. Donc, qu'est-ce qui les a convaincus, Vinci, de venir chez vous? Quelque part, vous noterez que justement, on n'a pas fait rentrer de VC. Oui. Donc, sur le fait qu'aujourd'hui ils sont frileux, je vais pas démentir mes camarades. Oui. On s'est fait financer par des business angels, par Anaxago, donc de l'innovation dans le financement, et par des corporates. Ouais. Et les corporates, ça revient à ce que disait Joachim, qu'on a en France des acteurs majeurs qui ont les moyens et qui se sont, comme tous les grands groupes, ont créé des structures d'innovation pour se mettre en veille et prendre des tickets très minoritaires, mais qui leur permettent de rester au contact. Donc c'est ça qu'on a fait. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On équipe nativement les immeubles des promoteurs pour les équiper d'un ordinateur de bord, de solutions de domotique numérique, c'est-à-dire des objets connectés à l'Internet qui vont être pilotés par des routeurs qui sont des mini-ordinateurs et tout ça va être connecté à des logiciels dans le cloud qui font que votre maison devient un peu comme votre voiture, un bien d'équipement intelligent. Donc nos clients, ce sont les promoteurs, mais les usagers, ce sont les clients des promoteurs. Donc après, le fait est que la plupart des gros acteurs de l'immobilier, depuis 2-3 ans, ont créé des directions de l'innovation et quelques-uns commencent à monter des fonds de corporate venture, puisque la loi aussi en France aussi a évolué là-dessus et est très favorable aux corporate venture. Et donc, on les a convaincus. Pas seulement eux, on a convaincu aussi le groupe Duval et puis on a un autre promoteur, un autre capital à titre personnel, donc ça fait 3. Et je pense que ça aussi c'est intéressant, c'est peut-être que les corporate ventures du secteur peuvent suppléer au venture capital en France dans les 2-3 ans qui viennent. Et l'avantage, c'est que à partir du moment où ils sont investis chez vous, ils ont un petit peu confiance et donc ils peuvent être un accélérateur commercial. Parce qu'il y a des grosses barrières à l'entrée, comme l'a évoqué Joachim. C'est d'ailleurs déjà ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a CBRE qui double ses dépenses en recherche et développement cette année. On a Cushman et Wakefield qui s'associent à Metaprop New York City cette année encore. Et on a des investissements généraux. C'est JLL, je crois, qui a mis de l'argent dans le centre de recherche Realestech du MIT.
qui s'appelle Real Estate Technology, mais c'est plus joli Real Estate, non? Et vous, alors Joachim, racontez-nous un petit peu comment vous travaillez, c'est-à-dire comment vous appréciez justement les entreprises que vous sélectionnez. Vous en avez parlé tout à l'heure un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu la façon dont vous faites cette sélection? La sélection dans le milieu de l'immobilier elle est encore plus particulière parce qu'on a deux équipes d'investissement chez nous. Donc une équipe d'investissement qui est au contact au quotidien avec les promoteurs, les opérateurs, que ce soit marchands de biens, gestionnaires ou opérateurs. Et de l'autre côté, on a une équipe de capital risque. Donc c'est le moment où les deux mondes se rejoignent chez nous. La grande difficulté qu'on a, c'est quand on voit quelqu'un on a parlé tout à l'heure de Propriou, des agences à bas coût, c'est aujourd'hui, si on veut concurrencer Century 21, il faut avoir l'ambition, ou Century 21, Orpi ou d'autres, il faut avoir une marque. Donc, des équipes qui maîtrisent cette ambition et cette marque, quelqu'un qui vient nous voir en disant je veux lever 500 000 € pour concurrencer Century 21, bon, on se dit c'est pas la bonne ambition, pas le bon montant. En tout cas, on n'a pas de problème à se dire il faut 10 millions, 20 millions, 30 millions d'euros, il faut des professionnels de la communication parce qu'il va falloir créer une marque et venir remplacer Century 21, Orpi ou des gens qui sont là depuis des années, des dizaines d'années. Et donc, ce qui est assez compliqué dans les métiers de l'immobilier, pourquoi certains opérateurs n'arrivent pas à scaler, c'est parce que justement, créer une marque au niveau national et toucher des millions de consommateurs, c'est très très dur. Et c'est ce qu'on a vu aussi bien dans les PropTech, dans tous les autres secteurs, c'est dans tous les métiers en B2C. Enfin, finalement, bizarrement, on fait beaucoup plus de B2B sur Anaxago, quand bien même c'est un peu plus compliqué à comprendre dans la sécurité alimentaire, dans la santé, dans pas mal de sujets, parce qu'on sait que les investissements sont un peu moins importants que quand on veut créer une marque au niveau national. Et ça, c'est pas forcément une question d'ambition, c'est une question d'avoir les moyens et d'avoir aussi les investisseurs derrière qui sont capables de dire je te suis. Et comme ce qui s'est passé avec Purple Bricks, alors pour ceux que Purple Bricks c'est une agence en ligne qui a commencé comme ça en ligne au UK, qui s'est très vite développée un peu partout en Europe, je crois en Australie, dans pas mal de pays, qui aujourd'hui valorisait plus de 500 millions de livres, mais qui a levé des sommes astronomiques. Et en étant capable d'avoir un modèle économique où finalement je crois que c'est quoi, c'est 1500 € la transaction, enfin j'ai plus c'est 1500 pounds la transaction, et donc leur grand coût marketing c'est de dire vous allez pouvoir économiser le prix d'une voiture, d'un bateau si vous passez par nous et pour vendre votre bien. Donc ça c'est un modèle économique qu'il faut pouvoir supporter pour dire je vais prendre 1500 € la transaction quand la moyenne de la transaction c'est plutôt 5% sur des biens qui valent 200 000 € en moyenne. Donc il faut avoir les moyens de ces ambitions-là et il faut avoir les moyens aussi de passer à la télé tous les jours en Grande-Bretagne pour venir déloger le Century 21 local. Les fonds n'aiment pas financer ça en France. Alors, et il y a un risque qui est d'autant plus important. Et justement, ça dessine un avenir de ce secteur qui est quand même assez clair, c'est-à-dire que comme on s'adresse à des marchés qui sont quand même pas mal structurés, le marché des agences immobilières, le marché de la vente directe, etc., on est obligé de mobiliser tout de suite des capitaux importants pour supporter le coût de développement. Mais comme il n'y a pas de capitaux, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de se tourner vers des niches soit en B2C, soit autrement d'essayer de remonter la chaîne pour faire du B2B, ce que vous faites, ou alors du B2C comme vous le faites. Et du coup, ça limite un petit peu les possibilités, peut-être même les idées. Parce que du coup, on se dit, on n'a pas beaucoup de VC, donc mes ambitions, c'est d'aller chercher de l'argent, mais pas trop. Donc il faut que je trouve quelque chose qui passe, parce que ça va être dur autrement. Enfin bref, est-ce que c'est pas tout ça un peu un limiteur d'ambition? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on est justement un peu à une période charnière. On discutait tout à l'heure des entreprises, des grands groupes qui investissent de plus en plus dans l'immobilier. C'est une réalité qui est assez forte. Nous, on a eu beaucoup de mal à titre personnel, par exemple, à approcher ces gens qui étaient très en place et qui avaient plutôt peur des modèles un petit peu disruptifs au début. Et on se rend compte qu'en fait, ces gens-là peuvent profiter aussi de ce qu'on apporte en s'associant. À titre purement de notre entreprise, on discute aujourd'hui avec des foncières pour, par exemple, gérer l'appartement de leurs locataires pendant les vacances pour éviter que le locataire ait à partir et de trouver un nouveau locataire après. Comme ça, il y a un accord entre le bailleur, entre le propriétaire, tout le monde se met d'accord, chacun se répartit une petite commission, l'appartement est loué pendant l'été, et puis est récupéré ensuite par le locataire traditionnel. Et je pense qu'il y a beaucoup de synergies comme ça à aller chercher avec des foncières, sur la valorisation de leurs actifs, ou avec des acteurs traditionnels. Mais je pense que les VC seront peut-être moins enclins, en tout cas, à aller tout seuls sur des projets s'il n'y a pas derrière un gros qui va aller sécuriser un petit peu le business model et surtout l'expansion de la start-up. Il peut y avoir des modèles originaux. Une des startups la plus successful des 2 dernières années dans l'immobilier et la moins tech, c'est Stéphane Plaza Immobilier.
350 agences en 5 ans. Pourquoi ? Parce que Stéphane Plaza voulait quitter le groupe M6. Donc les fondateurs de La Forêt voulaient se venger du fait de s'être fait évincer dans un LBO. Et Nicolas de Taverneau s'est dit, on va faire un bon coup, on va donner du média gratuit sur la chaîne, on va donner des actions à Stéphane Plaza et un contrat de licence, et roule, et on va inventer un concept un peu innovant marketing en disant, vous aurez la qualité d'évaluation du bien de Stéphane Plaza. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, il n'y a pas de VC, mais c'est un énorme succès financier. Donc, et la charnière, c'est quoi là ? C'est du bartering avec la deuxième chaîne de télévision privée. Donc il y a aussi l'avantage d'être sur un marché qui parle à tout le monde. C'est que Nicolas de Taverneau, ça aurait été un projet dans la green tech ou la fintech, il n'aurait peut-être pas compris. Mais là, l'immobilier, mettre des pubs de Stéphane Plaza sur sa chaîne, c'était cohérent. Donc il y a peut-être aussi d'autres moyens de faire émerger des marques, parce que c'est vrai que les venture capitalistes parisiens, financer un business plan où il y a 20 millions de marketing et de pubs à la télé ou dans le challenge, ils ont du mal. Hein. Ouais. Et vous, Léo, justement, est-ce qu'il y a vous êtes à la recherche de moteurs de croissance. Vous êtes combien de salariés combien est-ce que vous avez de biens en location, enfin en tout cas en management? Là aujourd'hui, on gère à peu près 600 biens en France entière, au Portugal. On est également à Lisbonne. Donc on a déjà fait quelques levées de fonds plutôt avec des business angels que des VC. Et là justement, on cherche à s'adosser à un gros de l'immobilier qui est en place pour accélérer le développement. Donc ça peut être une grosse foncière qui va aller avoir un parc d'actifs à valoriser. Nous, on travaille aussi, on est, comme le disait tout à l'heure, très bien, on est à cheval entre le tourisme et l'immobilier. Donc on s'intéresse aussi à des grands groupes hôteliers qui peuvent un petit peu pousser tout ça. Mais je pense que notre croissance va venir du fait d'un bon partenariat avec un géant qui est déjà en place. C'est difficile de faire abstraction. En tout cas, on est sur un secteur qui est tellement tenu par des grands groupes qu'on doit travailler avec eux pour avancer. Et je pense qu'on peut leur apporter beaucoup. Et il ne faut pas avoir peur de l'association avec la grande entreprise en se disant qu'est-ce qui se passe si elle le fait toute seule ? Bon, c'est toujours un risque, mais finalement, ils ne le feront pas parce que c'est un autre business model. Donc là, je pense que c'est ce qu'on doit aller chercher. Je ne sais pas si ça s'applique à toutes les startups du marché, mais à mon avis, un bon nombre d'entre elles qui peuvent essayer de se greffer, en tout cas, et un acteur un peu plus gros. Ouais. Est-ce que la technique justement du rémora qui va se coller sous le gros requin, c'est quelque chose qui vous semble possible et intéressant ? Alors, c'est pas seulement quelque chose de possible et intéressant, mais c'est surtout quelque chose qu'on est en train de voir dans toute l'économie des startups en ce moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des grands mastodontes qui émergent, alors évidemment GAFA, BATX, etc. Et on a des startups qui peuvent être de moins en moins disruptives. Pourquoi ? Parce qu'elles savent qu'elles vont se faire racheter demain. Et dans l'immobilier, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que donc on a tous ces grands groupes qui ont le marché aujourd'hui, mais par contre on a des startups qui arrivent et qui arrivent pas, qui ne peuvent pas émerger. Et ce qui va se passer demain, c'est que les startups, elles vont non plus chercher à lever des fonds, surtout si ça continue comme ça, mais elles vont chercher à s'associer ou à se faire racheter, ou à s'associer avec des Google, avec des Facebook et on l'espère, avec des JLL, enfin avec des gens qui connaissent leur marché et qui vont pouvoir faire avancer le secteur. Mais en tout cas... C'est pas un peu machiavélique de créer une boîte simplement pour se faire racheter et pas avoir envie de changer le monde. De changer le monde, bien sûr, voilà. Je pense que ça peut pas être l'ambition première, mais bon, l'idée c'est de développer un projet avant tout, je pense, de développer une idée et puis d'aller chercher après un impact social dans les usages et tout ça. Si ça passe par un rachat pour accélérer la chose, je dirais tant mieux. Mais je pense que c'est en tout cas l'initiative d'aucun entrepreneur de dire directement je développe pour revendre tout de suite, quoi. Alors, je peux entendre parfaitement ce point de vue. Et alors, moi, il y a un secteur que je connais pas mal, c'est le secteur de la construction. Et dans la construction, on peut voir ça assez facilement. C'est-à-dire que lever des fonds dans un secteur de la construction donc il faut lever beaucoup de fonds, c'est difficilement scalable, etc. Donc c'est des secteurs où on voit très vite que, notamment dans la construction modulaire, dans le préfabriqué, etc., où il n'y a pas cette volonté. Alors il y a cette volonté de changer le monde, évidemment. Les gens font ça pour ça au début. Mais derrière, si c'est le grand groupe qui permet l'accélération, qui permet de toucher le plus de gens possible, parce que à la fin, je pense que quand on est start-upper, c'est ça qu'on veut, c'est toucher le plus de monde possible, le plus rapidement.
et pour donner cette solution pour changer le monde. Et à la fin, je pense que de plus en plus, surtout dans des secteurs comme ceci, ça va passer par se faire manger par un gros ou travailler pour un gros. Enfin voilà, il va y avoir cette idée de relation grand groupe start-up à créer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait chez Realestech. Tous les derniers jeudis du mois, on invite 2 grands groupes, on invite 3 start-up et à la fin on les invite à aller boire un cocktail tous ensemble pour créer un peu de friction, pour voir comment ils pourraient travailler ensemble, comment ils pourraient mieux se détester. Et voilà, il y a vraiment ce truc d'avancer ensemble. Il va falloir créer cette relation, mais toujours avec un but assez philanthrope, comme le disait Léo. Ça fait une drôle de ménagerie, de mettre un gros avec un petit, en sachant que le petit va être, en espérant même qu'il soit absorbé. Vous, par exemple, est-ce que ça vous intéresserait d'être absorbé par un grand groupe? Est-ce que vous imagineriez de ça dans 6 mois, 1 an? Est-ce que vous pensez que la marque ou le groupe a plus d'ambition que ça, plus de chances de se développer? Enfin, oui, personnellement, nous, on n'envisage absolument pas le rachat par un grand groupe. Je pense que c'est absolument pas la stratégie, en tout cas de mes associés et pour Homeloop. Nous, on a plus envie d'être un peu comme Aramis Auto a pu le faire dans l'automobile, à être plutôt poil à gratter et à pas trop s'associer avec les constructeurs automobiles dans un premier temps, pour in fine, plus des années plus tard, se faire racheter. Mais en tout cas, moi, la vision que j'ai pour Homeloop est clairement plutôt d'être une vraie marque B2C sur l'immobilier, et en adressant à peu près tous les besoins que peut avoir un particulier sur l'immobilier. Donc je dirais, voilà, après on est peut-être un peu complètement fou, mais en tout cas, la stratégie aujourd'hui, c'est plutôt d'être vraiment un poil à gratter pour les Nexity, pour les Bouygues, pour tous les acteurs établis. Le concept est disruptif par rapport à ce qu'on voit actuellement sur le marché, et on a du mal à imaginer justement un Bouygues, un Nexity, tout d'un coup avoir dans les étagères de son offre votre offre. Ça pourtant, il y a pas mal de connexions. Ils ont un intérêt assez fort pour. Ah bah voilà, on y parce arrive. Que justement, donc vous avez des contacts. Non, mais parce qu'on bien sûr on a des contacts, mais parce qu'en fait en réalité on simplifie l'expérience utilisateur, notamment quand on vend du VFA. Enfin, vous êtes propriétaire d'un bien, acheter du VFA c'est un enfer. Parce qu'il faut un pré-relais, il faut des appels de fonds, etc. Et en réalité vous êtes livré souvent à une date donnée. Si vous n'avez pas vendu, c'est très compliqué. Et on a parfois des gens qui se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de prendre des pré-relais, voire arriver en fin de pré-relais. Et en fait, le parcours d'achat d'un VFA peut être largement simplifié grâce à Homeloop, puisqu'on est capable de s'engager sur un montant donné, un prix donné, à une date donnée. Et à ce titre-là, donc vous intéressez beaucoup les promoteurs. Mais nous, on est plus dans une optique où on veut être partenaire plutôt que filiale ou gentils petits agitateurs sur le côté, quoi. Alors aujourd'hui, justement, donc ces VC qui sont un petit peu absents, qu'est-ce qui se pose comme question? Ils n'ont pas l'impression de manquer un petit peu le train, de voir passer peut-être de bonnes idées, et ils sont conscients aussi que des géants américains sont peut-être en train d'envisager de venir en Europe et donc en France. Est-ce qu'il y a cette idée d'une horloge qui tourne et peut-être d'un temps qui passe et qui sera difficile de rattraper? Vous en voyez, vous je sais pas, une question ouverte. Il y a quelque chose de très différent dans le milieu de l'immobilier, c'est qu'en fait on a en face de nous des gens pragmatiques et du temps long. Donc on a parlé tout à l'heure de rêve, on a parlé de start-up qui veulent changer le monde, etc. Bien sûr, c'est toujours la base est toujours là. Par contre, on a aussi affaire à une génération d'entrepreneurs qui ont déjà pour la plupart fait leur carrière dans l'immobilier et qui arrivent avec qui ont identifié un besoin très précis, qui je vais résoudre ce problème-là. On voit des boîtes qui se créent dans le property management. Donc c'est pas hyper sexy, on va parler aux asset managers, aux foncières, etc. pour optimiser les coûts de gestion au quotidien du maintien de leur parc immobilier. Donc c'est des besoins très spécifiques dans lesquels on sait qu'on ne va pas venir concurrencer foncière, on ne va pas créer une marque B2C, on n'a pas l'ambition de changer le monde. Par contre, on sait qu'il y a un marché qui est là et sur lequel il y a des marges potentiellement assez importantes parce qu'on a une approche héroïste et parce qu'on va faire économiser de l'argent à l'asset manager. Et on va parler d'argent à un asset manager, donc tout de suite le modèle passe mieux, ça passe bien. Et si c'est pas capitalistique, et il n'y a pas de dumping quand on parle de Purple Bricks en Angleterre, c'est du dumping, c'est de dire quelque chose qui vaut 20 000 ou 30 000, une transaction, je vais la faire payer 1 500. Donc on détruit de la valeur, il faut avoir mais par contre on crée une marque. Donc c'est très bien. Il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins solides pour un acteur. Et par contre derrière on va casser le modèle économique. Plein d'agents immobiliers. Oui, et on va casser le modèle économique de toute une industrie. Alors c'est bien pour le consommateur, c'est le sens de l'histoire
sûrement. Mais en tout cas, il faut avoir des investisseurs qui sont prêts à prendre ce risque-là. Et en face, quand on voit Nexity, on sait qu'un programme, c'est environ 48 mois entre le moment où il est imaginé, on va déposer le permis, le moment où il sera livré. Donc c'est des opérateurs qui ont une notion du temps long. Quand on arrive en 48 mois, on a le temps de faire faillite 4 fois, ou 5 fois, ou 10 fois dans une start-up. Donc si on n'arrive pas avec ces gros acteurs pour dire je vais tout de suite me positionner, c'est ce qu'a fait SmartUp de manière assez habile en disant aujourd'hui la domotique, quand on reparle, si on revient, on parle de la domotique, on a parlé de la domotique, puis de l'IoT, et aujourd'hui on parle des immeubles connectés, c'est plus à la mode, mais en même temps ça fait des années que ça existe la domotique. Et tout le monde a essayé d'arriver, une fois que l'acquéreur avait son bien, pour équiper avec des protocoles très différents, etc. L'innovation de SmartUp, c'est pas dans la domotique, c'est de dire je change le modèle économique et je vais m'adresser au maître d'ouvrage pour que dans 2 ans, dans 3 ans, tout le parc soit équipé. Ça, on a une innovation qui est différente et qui n'est pas très capitalistique, qui est juste un changement de positionnement. Et potentiellement, demain, ce sera une feature parmi, chez Legrand, chez d'autres. Mais en tout cas, ce sera une feature parmi d'autres. Donc c'est ça l'avenir en fait. Essayer de trouver le bon créneau, mais tout petit. C'est pas forcément tout petit parce que nous on est sur un marché qui va peser rapidement 1 milliard d'euros par an, donc c'est pas tout petit. Non, c'est pas tout petit. Non. Ce qu'il voulait dire, c'était que en synthèse, on a vu qu'il y a 2 approches. L'approche à la home loop, etc., qui va vraiment être plus qu'un poil à gratter, vraiment disruptif, qui va changer la façon dont on achète un bien immobilier. Donc il change les usages. Donc ça demande, cela c'est très capitalistique. Et là il va avoir besoin des VC ou en tout cas de financement, surtout dans son modèle qui est capitalistique. Et il y a d'autres approches qui vont, le marché est tellement gros, si vous voulez. Par exemple, pas loin de ce qu'a cité Joachim, on a vu pas mal de startups ces 3 dernières années. Il y en a 5, dont 2 qui cartonnent, qui sont venus avec du big data pour fournir des outils de prospection foncière. Ils ont réinventé la prospection foncière. Prospection foncière, dans l'immobilier, c'est sur les 120, 130 milliards de l'immobilier par an, c'est un tiers, quoi. C'est 40-50 milliards de dépenses pour le foncier. Ça n'avait pas changé depuis 50 ans. Eux, ils arrivent, ils disent voilà, on est capable de sortir une tablette qui fait que le prospecteur foncier, quand il voit une dent creuse, il sait immédiatement s'il peut faire un R+3, un R+4, il a le PLU qui arrive immédiatement, blablabla. Tac, tac, tac. Ça, ils sont 5. Ils seront peut-être 10, mais ils vont se batailler pour prendre un marché de centaines de millions en service. Donc, c'est pas médiatique, ça se voit pas besoin de faire de pub sur M6, mais ils peuvent faire des boîtes qui font 100 ou 200 millions de chiffre d'affaires. Et c'est là que sans doute, on va voir le plus rapidement des grosses boîtes émerger. C'est, je pense, un peu ce que tu voulais dire. Et là, ces trucs-là, ils sont pas. On n'a pas besoin des VC non plus beaucoup là-dedans. On n'a pas besoin de beaucoup de lever des 10 ou 20 ou faire des séries B de 25 millions d'euros. Vous n'avez pas besoin. Ça décolle tout de suite. Les clients, vous embauchez, vous réinvestissez. D'accord, mais ça ne peut pas non plus aller à l'infini puisque ça s'adresse à un certain type de clientèle. Donc c'est pas des licornes. Oui, c'est pas des licornes, mais question héroïque, ça marche bien puisque tout de suite on est rentable et tout de suite on fait rentrer de l'argent. Investisseur dans Anaxago, c'est excellent. Et alors justement, revenons à Anaxago. Vous, ce genre de cas, ce genre de pitch, est-ce que vous le voyez souvent arriver? Non, il y a du B2C, pas mal, dont on entend beaucoup parler. Et puis alors le B2B, ça reste quand même assez. Non, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a ces 2 projets qui ont moins de visibilité, qui font moins parler d'eux, mais par contre qui ont tout de suite identifié un modèle économique et qui pérenne. Donc ça, c'est assez important, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens, j'ai l'impression que dans l'immobilier, dans toute cette vague d'entrepreneurs, on n'a pas les moyens de perdre beaucoup d'argent pendant très longtemps. Parce que vous allez voir Nexity, aujourd'hui, Nexity, vous lui parlez de perdre de l'argent, ça ne lui parle pas vraiment. Vous allez voir les gros opérateurs, c'est des gens qui ne comprennent pas ce modèle-là. Et le côté peut-être un peu irrationnel qu'on peut avoir, en tout cas, on parle de bulles en ce moment autour du capital risque, avec des valorisations qui sont très très élevées, on parle de dizaines de millions d'euros qui sont levés par certaines startups très tôt. Quand on s'est lancé dans Anaxago, le tour moyen pour un seed, c'était autour de 150 000 euros. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle commençait à lever 150 000 euros. Ensuite, elle faisait ses preuves avec ces 150 000 euros. Elle perdait les 150 000 euros avant de lever 500 000, puis 1 million, puis 2 millions. Aujourd'hui, on voit le tour de table moyen pour un seed, il est plutôt passé autour de 750 000 euros. Avec des valorisations qu'on double ou qu'on triplé. Aujourd'hui, avoir une entreprise qui est valorisée moins d'1 million d'euros pour un premier tour, c'est devenu assez rare. Et on a tout de suite des entreprises qui arrivent. Nous, la semaine dernière, on a eu 4 qui ont dit notre valorisation pré-monnaie, c'est 10 millions d'euros sur une entreprise qui a 10 mois. Donc, belles ambitions. Basée sur
basé sur l'ambition, sur un potentiel marché. Mais quand on regarde statistiquement les potentiels d'exit sur ces marchés-là, il n'y a pas énormément d'entreprises qu'on arrive à revendre 50, 100 millions d'euros ou 200 millions d'euros. Et après, il y a des entreprises dans l'immobilier qui s'attaquent à des marchés qui sont assez colossaux. On parle du property management, c'est un marché colossal. La construction, c'est un marché colossal. Et donc, il faut accompagner ces opérateurs-là qui vont créer peut-être des features, peut-être sur des offres très spécialisées, mais qui ont déjà identifié leur marché et qui doivent s'adresser aussi et s'adosser à des corporates pour aller plus vite. Parce qu'aujourd'hui, si on imagine que si tu as 1 milliard d'euros, un fonds d'1 milliard d'euros pour acheter plus de biens, ça changera la donne et la dimension un peu comme du bien. Donc ça, c'est quand même des catalyseurs dont on a du mal à se passer dans les PropTech. Comment est-ce qu'on peut se projeter sur 5 ou 10 ans, essayer de se dire qu'est-ce qui va se passer au niveau justement de la collecte et de l'intérêt des VC ou même des fonds pour ce secteur? Est-ce qu'on peut avoir une idée, et en tout cas des ambitions? Alors, d'abord sur l'état du venture capitalisme en France, pourquoi ça peut évoluer. Tout à l'heure, on parlait par exemple de Purple Bricks qui n'avait pas trouvé son modèle en France, etc. Alors, il faut savoir que Propriu, qui est quand même un élément clé de cette soirée, j'ai l'impression. Simon, c'était quelqu'un qui connaissait le CEO de Propriu était quelqu'un qui connaissait très bien le marché de l'immobilier, mais qui était encore inconnu il y a 3 mois. Puis il y a 2 mois, il a décidé de lancer Propriu, et c'est là tout le paradoxe des VC français, c'est qu'en fait ils ont peur de l'immobilier, mais quand ils se sont rendus compte que Propriu, il y avait l'équivalent, donc il y avait Purple Bricks, il y avait aussi Nested, qui est un peu un équivalent de Purple Bricks, toujours en Angleterre, qui venait de lever 50 millions. Et puis il y a Fang Didi aussi qui est pas très connu, mais c'est une licorne chinoise et qui fait exactement la même chose. Et en fait, ils ont vu toutes ces entreprises et ils se sont dit bon, on va mettre de l'argent, et sur un PowerPoint, il me semble que c'est sur un PowerPoint, ils leur ont donné 1 million d'euros. Donc il y a quand même un peu ce paradoxe de je ne veux pas investir, mais les autres le font, alors je donne un petit peu. Et en tout cas, voilà, je pense qu'il va y avoir pas forcément une grande augmentation des tickets, mais en tout cas, il va y avoir pléthore de startups qui vont et qui doivent être backées. Et demain, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Alors, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Je pense que c'est assez important quand même de regarder ce qui se fait à côté, de regarder ce qui se fait notamment aux États-Unis et surtout en Chine, pour voir dans quelle direction est-ce que la France peut aller. Parce que alors moi tout à l'heure ça m'a fait un peu rire parce que j'avais pas du tout les mêmes chiffres que toi, Joachim. Je voyais 4 licornes, moi j'en avais 20, mais enfin 21, c'est-à-dire j'en vois 15 aux États-Unis et 6 en Chine. Alors je sais pas, il me semblait qu'on avait les mêmes sources en plus. Et je pense que c'est très facile de voir ce qui va se passer. Alors déjà dans le financement, on a des startups en France qui s'inspirent, mais qui sont sur des modèles, on va dire, qui ressemblent assez aux États-Unis. Donc on a Anaxago qui par exemple sur le crowdfunding, c'est complètement incroyable ce que vous faites avec Wisi et d'autres acteurs. Mais en tout cas voilà, on a Cadre par exemple qui a été fondé par le gendre de Donald Trump, qui lui a une approche un peu différente. Il s'intéresse surtout, il fait du crowdfunding, mais il s'intéresse surtout au club deal, c'est-à-dire aux gros investisseurs. Derrière, on a Blend qui aide le particulier à faire à avoir des prêts plus facilement, c'est-à-dire qu'ils l'aident seulement dans les démarches et ils arrivent à faire de l'argent sur ça. Donc voilà, déjà rien que dans le financement, on a 2 grandes tendances qui se dessinent. Après, sur la construction, on a des tendances évidemment dans les matériaux. En France, on est très bon là-dessus. On est des très grands producteurs de lin, on est des très grands producteurs de chanvre, et surtout, on a cette fibre innovatrice de la construction, que ce soit à travers le BIM. Parce qu'on est quand même une nation d'ingénieurs. Alors le BIM, on a Procom qui fait ça très bien aux États-Unis. Ils ont levé aux alentours de 200 millions sur 3 tours de table répartis. Je crois il y a Catera qui fait de la production modulaire, qui eux aussi ont levé aux alentours de 200 millions. Donc déjà voilà, on est rien que sur le financement et la construction, on a beaucoup de choses. Sur le management, alors évidemment c'est facile de vouloir être plus qu'un poil à gratter comme Aurélien quand on a un business model excellent comme celui-ci et surtout qui est sur du management. Le management en valeur, c'est 70% des investissements dans la real estate, c'est 60% en volume. Enfin voilà, le management, j'entends gestion immobilière. Alors là évidemment on a déjà des open doors, on a Homeloop qui va dans cette direction, on a des Propriu, enfin voilà, c'est déjà des modèles qui sont venus et des États-Unis et de la Chine et qui commencent d'arriver en Europe et surtout qui commencent de faire du bien au marché européen. Et enfin il y a tout ce qui est l'occupation. Dans l'occupation, c'est-à-dire autant d'un côté il y a les objets connectés, par exemple Nest qui est un thermostat, un simple thermostat connecté
à $250, on peut se dire c'est quand même quelque chose qui ne va pas beaucoup intéresser le grand public. Eh bien si, et c'est Google qui rachète cette entreprise pour 80 millions l'année passée. Alors il y a donc voilà, tout ce sujet IoT qui peut être lié à la construction. Et il y a un dernier, alors là, qui est pour moi, je trouve absolument magnifique, c'est tout ce qui est co-living, co-working, donc que ce soit avec WeWork ou avec des entreprises qui vont faire des espaces communs, de grands espaces communs et de petits espaces privés dans des immeubles. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Les venture capitalistes, ils ont de la place, ils vont avoir des endroits dans lesquels investir. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe ailleurs et surtout de faire confiance à notre inventivité française parce qu'on est très bon dans l'immobilier. Eh bien, merci Florian, vous avez magnifiquement clôturé. C'est vraiment le discours de clôture de cette table ronde.